Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Off du Web Today, une émission entièrement consacrée, vous le savez, à l'un des événements majeurs du numérique en France. Le Web Today, c'est la 6e édition. Nous sommes ici dans le hall de Stéréolux, en plein cœur du quartier de la création à Nantes, juste à côté d'Enef, où il y a l'un des symboles quand même de Nantes, l'éléphant avec les machines de Lille. Troisième, donc ça se passe sur 3 jours, donc 3 jours durant lesquels en fait se succèdent environ une centaine de speakers, 70 conférences, des workshops, etc., des démos. Bonjour Denis. Bonjour Vincent. Bon alors Denis, comme d'habitude, très bien, je te remercie. Journaliste Télé Nantes, donc tous les deux nous allons avoir le plaisir de recevoir des invités, de faire des démos, de faire des duplex. Et notre premier invité, Denis, a plutôt l'habitude d'être ici à notre place. Ouais, il n'est même pas large d'ailleurs, Kevin Degnaud, bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour. Tous les mercredis, vous présentez une émission sur Décideur TV et pour Décideur TV sur les startups. Qui s'appelle Startup. Et une startup, vous en avez monté une précisément, qui s'appelle Lovely Meal. On va en parler durant quelques minutes. Le principe de Lovely Meal, en quelques secondes, c'est quoi ? En fait, c'est un site de repas chez l'habitant. C'est pour les touristes, en fait, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs, qui veulent découvrir une région en immersion avec des hôtes. Eh bien, le principe, c'est qu'ils vont directement manger chez des hôtes locaux qui s'inscrivent sur la plateforme. Donc voilà, ça permet de faire un tourisme différent en immersion chez des habitants locaux. Alors la particularité, c'est que vous avez lancé votre entreprise avec, alors on va appeler ça un coup de com', vous nous direz si c'est effectivement un coup de com', un Tour de France sur le trajet du 100e Tour de France, plus de 2000, près de 3000 km même, je me souviens plus exactement. 2500 km. Tout ça pour recruter en fait votre base de données, pour constituer votre base de données. Comment ça s'est passé ce Tour de France ? Pourquoi ? Alors au tout début, alors c'est vrai, j'ai pensé à cette idée de Tour de France avant de créer la boîte. Ouais. C'était que c'est la 100e édition du Tour de France. Moi, je suis un fan du Tour de France. Personne n'est parfait. Et j'avais toujours le Tour de France. C'est parfait. Oui, c'est très populaire. Bien, voilà. Au contraire, pour un site comme le vôtre, pas chez l'habitant, c'est parfait. Et en fait, je me suis dit pour la 100e, je vais faire le Tour de France. Et il s'est avéré que on a créé Lovely Meal entre temps. Et je me suis dit on va faire une pierre deux coups. En effet, ça nous a bien servi en termes de retombées presse et c'était un très bon coup marketing. On a fait on était très visible. Et en plus, je me suis dit j'ai fait toutes les étapes qu'a fait la grande boucle. Et à chaque étape, je rencontrais 2 ou 3 personnes qui potentiellement pouvaient accueillir des gens chez eux. Donc c'était une étude de marché qualitative grandeur réelle en fait. Parce que quand on crée une plateforme en général, on se dit allez, on va laisser les utilisateurs l'alimenter et ensuite ça va tourner tout seul. Là, vous mettez quand même de la sueur. Et est-ce que vous allez continuer comme ça ou est-ce que vous avez juste fait ce coup sur le Tour de France en espérant que les gens vont venir d'eux-mêmes s'inscrire ? En fait, il y avait plusieurs raisons à ça. Première raison, c'était une étude de marché, c'est-à-dire nous on connaissait pas grand-chose au marché des tables d'hôtes, donc il fallait rencontrer les gens pour vraiment comprendre quelles étaient leurs contraintes, ce qui nous a permis justement de bien comprendre leurs problématiques pour pouvoir les adapter au site après. Et la deuxième raison, et on s'en rend compte très concrètement maintenant, c'est aussi pour évangéliser, ça veut dire pour expliquer le concept aux hôtes, parce que accueillir des inconnus entre guillemets chez eux, c'est pas facile, donc il faut les expliquer, il faut montrer qu'on est des gens sérieux, même si on a des barbes. Justement, quelle a été la réaction des gens quand vous êtes arrivé chez eux en disant j'ai monté ce concept-là, est-ce que vous seriez d'accord pour m'accueillir et accueillir d'autres personnes ? Le coup de venir le Tour de France en tout cas m'a bien aidé là-dessus parce que le petit jeune qui fait le Tour de France, on va l'accueillir, il est gentil et voilà. Donc au début j'ai un petit peu joué sur ce côté. J'ai une bonne tête, j'y vais quoi. Voilà, ça nous a bien aidé. Et on a continué à aller voir les autres et c'est vrai que c'était un peu plus difficile sans Tour de France, donc c'est vrai que le côté Tour de France a bien aidé, mais on va continuer de toute façon à aller voir les gens parce qu'il n'y a que un site internet, pour le cas, en tout cas pour le nôtre, il faut rencontrer les gens, c'est obligatoirement. Sur la cible, pour qu'on comprenne bien le marché dont il s'agit, c'est des tables d'hôtes, donc des professionnels ou des particuliers qui font ça à côté, éventuellement pour arrondir les fins de mois ? Alors c'est les deux. L'idée c'est d'avoir à peu près 50-50, c'est-à-dire des particuliers qui aiment bien rencontrer des gens. On n'est pas forcément axé sur la gastronomie, c'est pas des chefs cuistots, surtout des gens qui ont envie de rencontrer des touristes qui veulent leur faire découvrir leur région. Et donc ça s'adresse aux particuliers, aux producteurs locaux, mais également aux tables d'hôtes professionnels dont c'est le métier. C'est pas un peu de la concurrence déloyale vis-à-vis des restaurateurs ? Alors certains vous le diront, j'imagine qu'on vous a déjà sorti cet argument, mais des particuliers qui invitent des gens à manger chez eux contre rémunération ?
Alors, c'est pas une rémunération. Vraiment, les gens font pas ça pour l'argent. C'est une participation aux frais du repas. Comme le covoiturage, on participe aux frais à l'essence, au péage de la route. Là, l'idée, c'est de participer aux frais du repas. Donc, l'idée, c'est pas que l'hôte se fasse du bénéfice sur ce repas, surtout qu'il fasse découvrir la région à son hôte. Et l'offre par rapport au restaurant, elle est tout à fait complémentaire. On va pas chercher la même chose dans un Lovely Meal que dans un restaurant. Ce principe d'aller chez le particulier et sur votre démarche commerciale aussi, est-ce que vous auriez pu l'appliquer à un autre type de produit ? Pour le coup, là... Faire le tour de France, alors peut-être sur l'hôtellerie, peut-être auprès d'artisans. Est-ce que ça peut marcher, ce type de démarche ? C'est possible. Alors oui, le Tour de France, c'est vraiment moi, je recommande parce qu'il y a plusieurs raisons. On est en plein mois de juillet, donc au niveau des médias, c'est assez calme. Donc il n'y a pas beaucoup de sujets à traiter. Donc forcément, dès qu'il y a un sujet un peu plus original, c'est beaucoup plus facile pour faire parler de sa boîte. Dans les médias, donc ça, c'est un très bon coup. Après, moi, ce qui m'a beaucoup plus plu, c'est surtout de rencontrer son marché, de rencontrer surtout les gens qui vont participer à l'aventure et de les faire venir directement dès le début. Un mot sur votre histoire, parce que vous êtes journaliste à la base, vous n'êtes pas du tout entrepreneur. Oui. On connaît bien ce principe du virus qui est transmis quand on reçoit chaque semaine des chefs d'entreprise. On a un exemple ici à Nantes avec Simon Roby qui a créé Bringer il y a quelques temps, qui est auparavant blogueur, journaliste pour Entreprenante. Comment ça se passe ? Comment le déclic vient quand on reçoit ces gens et qu'on se dit moi aussi je voudrais créer mon entreprise ? Comment ça se passe ? On dit souvent que la passion d'entreprise et la passion d'entreprendre est contagieuse. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. À force d'interviewer des entrepreneurs, on le voit au Web Today. C'est que des gens qui sont positifs, qui sont optimistes, qui croient en l'avenir, sinon ils ne seraient pas entrepreneurs. Et à force de voir des gens qui ont tout le temps le sourire, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que c'est le secret ? Et on se dit leur secret, c'est tout simplement ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils s'épanouissent dans leur travail. Le travail, c'est le prolongement de leur vie personnelle et j'ai pu que succomber à ça. Mais du coup, alors en fait, à un moment donné, vous vous êtes dit tiens, j'ai un concept, je vais le mettre en place. Et pourquoi les repas comme ça, Lovely Meal ? Pourquoi chez l'habitant ? Alors c'est vrai que ça n'a rien à voir avec mon métier de journaliste. En fait, l'idée, elle vient de 2010, donc c'est il y a très très longtemps. Moi, j'adore rencontrer les gens. C'est pour ça que j'adore le journalisme. Et voilà, il fallait quelque chose où je puisse rencontrer des gens. Et ma copine a eu cette idée en fait de créer un site où on peut rencontrer et manger avec des locaux. C'est parti d'une expérience qu'on a vécue nous-mêmes en Norvège dans un restaurant. Un dîner en amoureux qu'on a fait avec des Norvégiens qui se sont greffés à notre dîner en amoureux et qui au final nous ont fait passer un moment incroyable. On s'est dit voilà, il faut dupliquer ce genre d'expérience. Et en plus, on est en plein dans la tendance de la consommation collaborative avec des sites comme Covoiturage par exemple ou Airbnb qui montrent bien que ça marche. Vous êtes loin de vous engager dans cette aventure avec naïveté puisque vous avez rencontré beaucoup de start-upers et vous connaissez tout ce qui peut conduire au succès mais aussi tout ce qui peut conduire à l'échec. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de ces rencontres à ne pas faire ? Alors, c'est une très très bonne question parce que en effet, je me suis dit j'ai été pendant 2 ans directeur d'une boîte qui était un peu une start-up. J'ai interviewé plein d'entrepreneurs. Je me suis dit quand je vais me lancer, je vais être tranquille, je vais tout savoir ce qu'il faut faire. Et ben, c'est totalement faux. J'ai fait toutes les erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre. C'est vrai ? C'est vraiment incroyable. Je m'en veux avec du recul. Je me dis mais c'est dommage. Ils m'ont tout donné sur un plateau et j'ai commis ces erreurs. Toutes les erreurs qu'on m'a dit de ne pas faire dans les interviews, je les ai toutes faites. Donc ce qui prouve bien que les conseillers sont pas les payeurs et qu'il faut bien se lancer pour voir vraiment comment ça fonctionne vraiment. Alors on va vous présenter un garçon, je crois qu'il est derrière, c'est le Man Today. Voilà, donc Damien, notre Man Today durant le festival, il présente en fait, Kevin, chaque jour dans l'émission des petites capsules, des off. Alors, il y a un concours de selfie, d'accord, il y a un concours de défis. Alors si vous voulez forcément lui envoyer des défis, n'hésitez pas, #ManToday. Alors juste pour savoir, comme ça se passe comment là, les selfies en ce moment ? Ça se passe plutôt bien, même si je trouve que les gens sont très sages, y compris au niveau des défis. Donc n'hésitez pas, #ManToday. On envoie là, à l'antenne. Continuez on va en voir quelques-unes. À me proposer des choses complètement folles. On m'a demandé de venir en poney. Si quelqu'un a un poney, qu'il vienne assez rapidement. Voilà, on en fait une en direct. Joli. Continuez à tweeter, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Bon, et du coup, on va s'en faire un. Ah bah c'est parti, d'accord. Quand tu veux. Et hier, on a eu Elisabeth Bergès de chez Google. La classe. Aujourd'hui, Kevin Degnaud. La double classe. Et attention, va falloir absolument tweeter derrière. On continue parce qu'il y a un concours. Il y a un concours. Hop, alors on se déplace rapidos et c'est parti pour le selfie. Kevin, s'il te plaît. Denis, avec nous, comme hier. Et on le tweet illico. C'est cute, comme dirait Damien. Merci Damien.
Bon, on se retrouve tout au long de cette journée avec l'enregistrement des différentes capsules. Et justement, on va voir une nouvelle capsule. Alors, m'en voulez pas en régie parce que j'ai tellement mal écrit sur ma feuille que je ne sais absolument pas de quoi elle se. C'est le coin VIP. Voilà, on vient de me le dire, c'est le coin VIP. On regarde. Hey, salut le Web Today. Ici, on est un petit peu chez moi. C'est un peu l'espace VIP, hein, un peu ma maison, quoi. On est pas mal. Foutez là, vous. Merde. Non mais je voulais. Bon bah visiblement je suis pas VIP partout. Et de retour sur le plateau des off du Web Today avec Kevin qu'on retrouvera tout à l'heure. On vous retrouve dans la salle micro à 15h40 pour la conférence Les métiers du numérique, comment recruter efficacement. Alors vous pourrez d'ailleurs réagir directement via le hashtag microW2D. Alors Kevin, je sais que vous devez partir, vous devez aller à l'aéroport, je crois, quelque chose comme ça, vite fait. Et je vous présente quand même au passage Gilliam Bougard de Road Baguette. Vous connaissez ou pas? On vient de se rencontrer. Voilà. Enchanté. Grâce à vous, on se sera rencontrés au Web Today. Exactement. Merci Donc, Kevin Duno, et on rappelle qu'on peut vous retrouver tous les mercredis à 12h30 pour Startup, l'émission en direct donc sur YouTube et sur decidertv.com. Merci Kevin Duno. Merci beaucoup. À bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. Liam, on est ravis de vous avoir. Vous êtes Bonjour, originaire Liam. de la Silicon Valley. Ça fait 3 ans que vous êtes en France et vous êtes très connu et réputé dans la blogosphère des startups françaises, hein, c'est ça? Si tu le dis, hein, bah c'est oui, pas moi qui l'a dit. Hein. Regarde, À Denis, travers un site toute la modestie. qui s'appelle rudebaguette.com. Exactement. Qui est un blog qui recense l'actualité du high-tech en France en anglais. Alors on va essayer de comprendre pourquoi avoir choisi ce créneau de l'actualité en anglais. Donc il y a un truc, c'est... on a un très bon exemple qui est sorti récemment, c'est cette histoire de les Français ne lisent pas des emails après 18h. Ouais. C'était un exemple génial de qu'est-ce qui se passe quand tu laisses aux Anglais le droit de parler seulement de la France et d'être le rayonnement à l'international de la France. Il y a un biais total contre la France. Du coup, il fallait quelqu'un de local qui pourrait faire rayonner la France à l'international. C'était une obligation et ça est arrivé un peu au hasard, c'est-à-dire j'ai commencé justement dans mon coin à parler de la France et ça m'a étonné le nombre de gens à San Francisco, à Londres, en Allemagne, en Montréal, partout au monde qui voulaient savoir. Et le problème, c'est sur Internet, il y a une barrière de langue. C'est-à-dire si on parle que en français de la France, personne dehors de France ne sache ce qui se passe ici. Nous, on n'imagine pas cet intérêt dans les pays anglophones pour ce qui se passe en France en matière de high-tech. On a toujours un sentiment un peu d'infériorité. On se dit, bon, dans la Silicon Valley, aux États-Unis, par exemple. On s'intéresse à ce qui se passe à Nantes. Vous avez constaté un intérêt, mais pour quel type d'activité, pour quel créneau dans le numérique? Donc nous, on touche sur 3 sujets et ça va peut-être aider pourquoi on fait ce qu'on fait. Le premier, c'est on parle des startups françaises qui font des trucs mondiaux. Même pas des startups, mais des boîtes. Donc on parle et de Blablacar et de Orange. Parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans le marché français. Le deuxième truc, c'est on parle des boîtes internationaux et ceux qui font dans le marché français. Comme ça, on a une meilleure visibilité pour les gens à l'international de qu'est-ce que leurs confrères font ici. Comme qu'est-ce que Pinterest fait à France, etc. Le troisième, c'est on parle de tout ce qui est policy gouvernementale. Et l'idée, c'est que tu sois français, chinois, américain, londonais, allemand, à un moment, tu vas lancer ta boîte tech en France. C'est obligé. C'est un assez grand marché que tu vas arriver ici. Donc, il vaut mieux savoir ce qui se passe ici avant d'arriver et pas de se dire je vais me rendre compte après. Malgré tout, vous avez quand même beaucoup de lecteurs en France. Vous avez un certain nombre de lecteurs en France, en tout cas, tous ceux qui parlent anglais. Moins de moitié de notre lectorat, plutôt 35-40%. Et est-ce que vous pensez avoir un regard ou une analyse différente des médias spécialisés dans le high-tech? Je ne sais pas, du fait de votre expérience, vous avez l'impression d'avoir un regard différent? Je crois qu'on aurait un peu de succès, même si on n'avait pas un regard différent, mais en tant qu'anglo-saxonne, j'apporte de la journalisme anglo-saxonne. Pas parce que je suis journaliste, en fait, je suis mathématicien de la base, donc je suis même pas blogueur, je suis vraiment plus loin que ça. Mais en ayant lu de news anglo-saxons toute ma vie, j'apporte une ligne éditoriale anglo-saxonne. Qui veut dire quoi? Aujourd'hui en France, ma compréhension, c'est que le rôle de média, c'est de donner les faits et laisser le lecteur avoir son propre analyse et son propre conclusion. Qui pour moi est un peu biaisé parce qu'on sait tous que si la Libération fait un article, ça a déjà fait son analyse et ils ont déjà leur avis. Donc leur présentation des faits est orientée pour que tu aies le même résultat qu'eux. Donc nous, on a décidé de mettre notre avis
sur chaque article. Sur la table. Donc, qui est cool parce qu'une fois que tu vas au-delà de j'aime pas ça et tu commences à dire j'aime pas ça parce que et j'aimerais bien ça s'il faisait ça, tu passes de l'avis et vers le constructive criticism, le criticisme constructif, on va dire. Dans quel domaine les entreprises françaises du numérique peuvent se démarquer des entreprises anglo-saxonnes et sur quelle carte elles doivent jouer? Donc on a déjà des bons exemples de succès qui sont arrivés comme Criteo qui est leader mondial maintenant dans le retargeting, qui est un des seules boîtes dont Google a dit que c'est un de leurs concurrents dans le pub. Et ça c'est un grand truc. Tu peux être concurrent de Google dans la voiture connectée et ils s'en foutent. Mais si tu es concurrent chez eux dans le pub, tu les fais peur. Mais avant Criteo, il n'y avait pas d'autres boîtes, il n'y avait pas beaucoup de ad tech qui se passait ici. Donc on voit que le français peut être leader sur quel que soit le marché. Récemment, une boîte qui s'appelait en France Novapost a changé le nom vers PeopleDoc et a levé 17 millions de dollars d'après des Londonais. Et on voit qu'un Français peut devenir leader mondial. Ils ont signé des contrats avec des énormes boîtes américaines et ça reste une boîte française. Sur la géographie française, est-ce que d'après vous, il y a des endroits qu'il faut surveiller? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus propices? Alors on a dit qu'il y avait une sorte de magie locale propre à la Silicon Valley. Est-ce qu'en France, d'après vous, il y a une magie propre à un endroit ou à un autre, que ce soit à Paris, dans le Sentier ou ici à Nantes ou à Bordeaux? Il y a justement beaucoup de gens qui s'entournent autour de Sentier, de le quartier Sentier. Il y a beaucoup d'acteurs comme Numa qui ont un projet de transformer 22 000 mètres carrés dans un espace start-up. Et c'est pas juste leur espace à eux qui est en soi quelque chose d'intéressant, mais c'est de mettre à disposition un site dédié pour aider les startups à louer dans le quartier ou même acheter. Et ça c'est intéressant parce que le Sentier c'est particulièrement intéressant parce qu'on a anciennement le bourse qui était là, donc c'est historiquement là où le fibre était là d'abord pour le bourse. Et ensuite, on voit qu'avec le changement qui se passe dans le quartier Sentier, anciennement des fabricants de vêtements, etc., on voit que ça, c'est en train de partir. Et il y a une opportunité au milieu de Paris de faire beaucoup de choses. Mais cela dit que tu n'as pas besoin d'être là-bas pour réussir en France. On voit qu'il y a des succès qui se passent à Nantes, on voit qu'il y a des succès qui se passent à Bordeaux, à Lyon, à Lille, à Grenoble. Le nouveau Google peut venir à peu près n'importe où. C'est un peu la conclusion. C'est ça l'avantage de l'Internet. Et quoique, si tu veux rencontrer quelqu'un, ça va toujours être face à face que le business va se faire. Et là, il vaut mieux investir à venir sur Paris pour le marché français, à venir sur Londres pour le marché, ou Dublin pour le marché européen. Un mot sur les objets connectés, parce que ça vous intéresse beaucoup en ce moment. On a beaucoup échangé là-dessus par mail. Vous avez l'air de croire beaucoup aux imprimantes 3D, à tous les objets connectés. Est-ce que c'est cette carte qu'il faut jouer aujourd'hui dans le milieu du numérique? Oui, donc le 18-19 juin, on organise sur Paris la première conférence dédiée aux objets connectés. Et c'est une conférence qui se passe en anglais, comme notre blog, et qui a comme mission de faire en sorte que les internationaux viennent sur Paris, pas pour parler de qu'est-ce qui se passe dans les objets connectés à Paris, mais pour parler de l'écosystème, le vertical mondial. Cela dit qu'on a des acteurs locaux qui peuvent intervenir et qui sont bien placés. On a les WeThings qui font leurs propres objets connectés. On a Sigfox qui est une boîte énorme qui est en train d'être... C'est le plus grand concurrent de Orange aujourd'hui. C'est le télécom de demain. Et ils sont en train d'attaquer les marchés Silicon Valley, le marché Russie, le marché Espagne. Ils ont déjà conquis la France. Et ils viennent d'accueillir Anne Lauvergeon, anciennement le PDG d'Arriva, en tant que président de leur société. Donc quand tu regardes leur vision, leur ambition, c'est mondiaux et c'est le télécom des objets connectés. Et donc, nous, on croit beaucoup que la France est déjà particulièrement bien placée pour être une leader européen sur le marché des objets connectés. Mais là, on parie sur le fait que ça peut être une leader mondiale. Alors, toi, Denis, moi, ce qui m'épate, c'est ce que je retiens notamment de Liam, c'est que c'est un Américain qui prône quand même l'écosystème numérique français. Ça, franchement, j'adore. Les startups, merci beaucoup en tout cas, Liam. Vraiment, c'est un vrai plaisir de vous avoir reçu sur le plateau des Off du Web Today. Et dans un instant, alors vous allez pouvoir regarder avec nous, dans un instant, je vais rencontrer Damien Van Acter. C'est un journaliste belge, une fois. Et juste après, on verra ça avec vous, mais juste avant, on va regarder la nouvelle capsule du Man Today avec Volodya Lebron et on vous retrouve à midi, c'est ça, hein, midi, Excuse My French, dans la salle Maxi. Je vous remercie, Liam. Merci beaucoup. Et bon Web Today. Merci vous aussi. Merci. Salut le Web Today, c'est le Man Today. Je suis ce matin, de bon matin, avec Volodya, qui lui aussi est debout, frais et dispo. Volo, quel est ton secret pour tenir sur des journées aussi épuisantes?
quel est mon secret? Un peu d'adrénaline quand même. Ouais, il y en a. Beaucoup d'adrénaline en fait. Et puis se dire qu'on a envie de tout faire et de tout déchirer pour montrer que ce festival cartonne. Ouais. Et que surtout, les gens sortent, en fait, le public sorte avec des yeux éblouis et cet effet, en fait, ce petit effet waouh. Et j'ai l'impression que ça a marché hier. Hein. Je crois qu'il y a effectivement cet effet qu'a le Web 2 d'aujourd'hui. Alors déjà un lieu qui est quand même magnifique. Les Nefs, Stéréolux sont deux espaces splendides. Ouais. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est aussi un dispositif qui se professionnalise. C'est des petits éléments rajoutés chaque année qui font qu'aujourd'hui le Web 2 commence à avoir une vraie plus-value et être un festival qui est immanquable. Yes. Merci beaucoup, on te laisse, t'as du boulot. Merci beaucoup. Nous aussi. À très bientôt. Et nous sommes en ce moment sous les nefs, juste à côté du hall de Stéréolux. À côté de moi, Damien Van Acter, c'est un Belge qui est journaliste. Il est aussi professeur dans une école de journalisme à Bruxelles. Et c'est le créateur du Lab d'Avanac. Bonjour Damien. Bonjour, bonjour. C'est la première fois que vous participez au Web Today? Non, c'est la deuxième fois. D'accord. La deuxième fois. Alors, il va falloir quand même nous expliquer en quoi consiste cette newsroom ambulante quand même. Et d'où c'est venu cette idée folle un peu d'inventer ce lab? L'idée, c'est d'aller sur le terrain. On est présent sur le terrain numérique déjà. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon métier depuis 10 ans en tant que journaliste. J'avais envie de pouvoir allier les deux, le terrain numérique et le terrain physique. Et la mobilité est quelque chose de vachement important. Les usages sont révolutionnés par les nouvelles technologies. Les gens consomment et produisent de l'information de manière complètement différente depuis déjà un bon bout de temps. Et je pense qu'en tant que journaliste, c'était intéressant, c'était challengeant de construire un véhicule qui est connecté en permanence à Internet. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on travaille le projet, que je suis vraiment aidé par plein de gens qui m'aident à trouver les bonnes technologies, parce que je ne suis pas électricien, je ne suis pas ingénieur réseau, mais par contre, il y a des gens qui m'ont aidé à faire les bons choix, et donc à mettre un modem dans le véhicule, de mettre un onduleur, c'est-à-dire un générateur de courant, pour pouvoir mettre des prises de partout dans le véhicule en 220 volts pour brancher des ordinateurs. Bon, on va regarder. On va regarder. Voilà, donc ça ici, c'est l'onduleur, ça génère du courant. C'est branché sur une deuxième batterie, c'est pas la batterie principale du véhicule, parce que le véhicule doit continuer à rouler. La deuxième batterie, elle alimente tout le circuit électrique du véhicule, dont le modem, qu'on voit là-bas tout en bas. C'est un modem avec des cartes SIM. Donc c'est de la 4G, c'est de la 3G, c'est du GPS, il y a une petite antenne sur le toit. Et ça capte les ondes GSM et ça génère du Wi-Fi partout autour du véhicule. Et dans le véhicule aussi. L'avantage, c'est qu'en roulant, on peut travailler. Et quand on voit un peu l'état du coffre, on se dit que c'est un sacré road trip quand même, Damien. Alors venez avec moi, on va aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Venez, hop. Alors par exemple, vous êtes complètement connecté. Il a les Google Glass qui vont bien. Alors je vais les mettre, je vais même pouvoir enregistrer l'interview. On pourra peut-être passer des images demain. Alors vous les sélectionnez comment vos étudiants? C'est des étudiants qui viennent en faire des apprentissages. Ici, à Nantes, des étudiants 5-6 sur les voies parce qu'ils sont en train de turbiner. Et on va faire des interviews, on fait des interviews dans le véhicule avec des iPads et avec des iPhones. C'est-à-dire qu'on fait du multicam en direct avec des iPhones, avec des iPads. On fait de la réalisation en temps réel dans le véhicule et on va reconduire des gens à l'aéroport, par exemple, ou à la gare. On l'a fait avec Clem Lincruste hier, on va le faire avec toute une série d'intervenants. Et puis ils le montent en direct et ils le postent directement sur une carte. Et c'est une carte qu'on peut visualiser directement sur le web et suivre en temps réel le véhicule, puisque le GPS, toutes les 15 secondes, envoie sa position. Et quand je ça sur la carte. Vous travaillez d'ailleurs? Je travaille pour des médias, je travaille pour des écoles de journalisme, je travaille beaucoup avec l'IEX à Bruxelles, qui est la première école qui m'a fait confiance. Je travaille avec Sciencescom ici. Je travaille aussi avec des agences qui ont qui ont compris l'intérêt d'aller sur le terrain. J'ai fait tout un trip sur les vins d'Alsace il y a 2 semaines avec l'agence Lillens, avec les Drink Alsace. Voilà, c'était marrant de le faire comme ça parce que j'avais des journalistes, des blogueurs et on est parti à la rencontre des vignobles et des viticulteurs en Alsace. On a fait des directs depuis les vignes en 4G avec les iPads. Merci en tout cas Damien, donc on vous retrouve sous les nefs. Alors moi j'ai juste filmé un petit peu, vous voyez là ce sont des Google Glass, en fait je vois exactement ce que je filme. Voilà, comme ça on pourra mettre Nico à l'antenne demain, il n'y a pas de souci. On va retrouver dans un... Merci en tout cas Damien de nous avoir reçus pour cette newsroom, pour le Lab d'Avanac. On a mis votre net, c'est... Exact, c'est bien ça. Avec toutes les infos et
article que vous mettez sur le blog avec vos stagiaires journalistes. Merci beaucoup Denis. On retrouve donc je crois Oussama Hamar de The Family en plateau avec toi. Absolument, à tout à l'heure Vincent. Oui, Oussama Hamar, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Vous avez participé à la création d'un accélérateur privé qui s'appelle The Family à Paris. Un accélérateur privé, quel est son principe ? Alors, son principe est très simple. Notre objectif est d'aider les startups de l'idée jusqu'au business model scalable. Donc, contrairement aux autres accélérateurs, on est dans un temps d'accompagnement très long. Et notre objectif principal est d'aider les startups à réussir à devenir des leaders mondiaux. Donc, ça peut paraître très ambitieux, mais finalement, c'est la seule façon d'aider une startup. Soit une startup passe l'échelle et réussit massivement, soit de toute façon elle stagne et elle ferait mieux de faire autre chose. Donc ça c'est la position très forte de The Family. Vous n'êtes pas du genre à faire rêver les entrepreneurs qui viennent vous voir, vous y allez cash en général ? Ouais, alors on a cette politique, mon associé dit du no bullshit. C'est important parce que la pire chose qu'un entrepreneur peut faire c'est perdre son temps. Et notre mission et notre rôle à The Family, c'est d'aider les gens à accélérer aussi dans leurs échecs et aller le plus vite possible sur ce sujet-là. Le business model de The Family, c'est que vous participez au capital, c'est ça, des startups qui vous rejoignent ? Exactement, on prend 3% du capital, ce qui signifie beaucoup de choses. Ça signifie d'abord qu'on prend très peu de parts et donc on a besoin de startups qui passent à l'échelle et qui deviennent importantes, parce que 3% d'une petite boîte, c'est pas grand-chose. La deuxième chose, ça signifie aussi un message très fort vis-à-vis des entrepreneurs, qui est que c'est leur boîte, leur réussite. On est juste là pour aider en fait, et ça c'est un message très fort. Mais que vous avez aussi un intérêt à ce que ça réussisse. Voilà. Ouais. Et en plus, la troisième chose, c'est qu'on s'aligne avec eux sur le long terme et sur leur réussite. Vous en êtes où là ? Vous avez combien de startups en cours de suivi ? On en a beaucoup. Aujourd'hui, on a 148 startups. Qui est peut-être l'élément étonnant, parce que souvent les accélérateurs aiment faire des petits batchs et des petites sélections. Mais comme notre modèle n'est pas fondé sur le mentoring, mais fondé sur la création d'infrastructures, on a un intérêt énorme à prendre plein de projets. Et l'autre chose, c'est qu'on évalue rarement les idées. Nous, on prend des gens, on fait confiance aux gens et aux entrepreneurs. On ne regarde pas les idées, et donc ça nous met dans une position où on peut accompagner beaucoup plus de gens qu'un accélérateur classique. Vous-même, vous avez un profil assez atypique dans le milieu de la création d'entreprise. Il se trouve que vous avez commencé à travailler très tôt, un peu par hasard. Oui, alors oui, c'est vrai, j'ai commencé à travailler très tôt, par hasard. Moi, j'ai eu la chance de toujours trouver les bonnes personnes dans mon histoire entrepreneuriale. Et The Family, c'est un peu ma façon aussi de give back sur ce sujet-là et de réussir à créer les bonnes rencontres et les bonnes connexions. Avec une première entreprise créée, vous aviez quel âge, 15 ans ? Vous avez revendu ? Alors là, ça c'est le storytelling qui est très fort évidemment, qui est important. Mais la vérité c'est que j'avais pas le sentiment de faire une entreprise. Je passais du temps et je faisais ce qui me plaisait. Et c'est que des années plus tard que j'ai compris que gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime, ça s'appelle avoir une entreprise. Il faut pas s'imaginer qu'à l'époque, j'étais conscient d'être un entrepreneur. Et au moment où vous avez, c'est ce que vous expliquez dans les interviews, qui sont, c'est David Chappelle, je crois, qui vous avait interviewé. David Laroche, pardon, qui vous avait interviewé il y a quelques temps. Vous expliquez très bien ça. Vous vous êtes formé en fait quand vous avez échoué finalement. Oui, alors je pense que c'est la chose par laquelle tout entrepreneur passe. C'est qu'à un moment ou un autre, tout ce que vous faites ne réussit pas. Et finalement, vous apprenez beaucoup plus de vos échecs que de vos réussites. Parce que les réussites ont ce côté extrêmement enivrant, où vous ne savez pas en fait si c'est votre chance, votre talent, le contexte. Alors qu'au moins dans les échecs, ça, comme le résultat fait mal, la leçon est bonne. Et je rappelle souvent que l'entrepreneuriat, c'est un milieu assez formidable, parce que c'est l'un des rares domaines où le critère de vérité est absolu. Soit vous avez raison et vous gagnez de l'argent, soit vous avez tort et vous en perdez. Et l'argent que vous perdez est toujours le montant de la bonne leçon. C'est un milieu assez magique pour ça. Le start-upper qui va réussir, on le reconnaît en le croisant par exemple ici au Web Today. Est-ce qu'il y a un profil type de l'entrepreneur qui va réussir ? Je pense pas qu'il y a un profil type, et je pense que c'est tellement dur d'évaluer une start-up. Vous savez, les start-up, c'est l'intersection entre les bonnes et les mauvaises idées. C'est-à-dire qu'une bonne start-up, c'est une bonne idée qui a l'air d'être mauvaise. Donc il faut faire très attention quand un entrepreneur vous pitch, parce qu'on peut se dire mais qu'est-ce qu'il fait ? Et alors en fait,
le point, c'est que d'abord, les entrepreneurs changent leur projet au fur et à mesure. Les bons entrepreneurs évoluent et s'adaptent. Mais par contre, il y a des choses assez communes. La capacité de détermination, la flexibilité, l'imagination, un peu de coquinerie, parce que finalement, faire évoluer les choses, ça demande d'être un peu coquin. Tout ça, en fait, c'est des choses qui sont communes, en fait, à tous les entrepreneurs et que nous, à The Family, on essaie de cultiver et de détecter. Ce modèle d'accélérateur privé, hein, c'est un modèle qui va se répandre ici à Nantes, et je sais qu'il y a le projet d'en créer plusieurs. Est-ce que c'est forcément un marché régional? Enfin, je parle de marché, mais ça s'adresse à des entreprises autour, par exemple, de Paris pour vous? Est-ce que c'est forcément des marchés locaux? Je pense pas. Je pense que toutes les bonnes startups en France qui se créent et se développent à un moment ou un autre peuvent rejoindre The Family. Donc il n'y a pas besoin d'être à Paris pour rejoindre The Family, puisque de toute façon, c'est pas un modèle qui offre de l'hébergement, c'est pas un modèle qui offre aux startups quelque chose tous les jours. Donc il faut plutôt voir ça comme une communauté et un réseau. Ouais. Après, l'opportunité régionale, ça peut être une opportunité de première étape. Nous, on est très heureux que des accélérateurs se créent dans toute la France, parce que ça peut nous permettre de passer des partenariats, ça peut nous permettre d'avoir des gens qui passent dans une sorte de pré-filtre avant de rejoindre The Family. Si on devait retenir un nom de start-up que vous suivez actuellement, qui est dans votre portefeuille et dont on va entendre parler dans les mois qui viennent, je pense que la plus B2C qu'on a et dont tout le monde va entendre parler vu leurs chiffres actuels, c'est Mindy. Qui est l'archétype des startups de The Family, parce que Mindy, on les a pas sélectionnés parce qu'on a trouvé l'idée géniale. Je pense que quand Mindy est rentré chez nous, on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quand les types viennent me dire je vais faire un Vine avec de la musique, je dis oui, c'est ça. Mais en fait, ils ont réussi à délivrer, ils ont réussi à faire une levée de fonds très impressionnante. Ils ont levé des fonds avec des gens de la vallée directement. Et aujourd'hui, ils ont une traction et une rétention qui est très très impressionnante. Merci Oussama en tout cas d'être venu sur le plateau. On vous libère parce qu'il est midi passé et parfait. Vous devez intervenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans un instant, on va recevoir Xavier Zitoud et François Le Pichon juste après une nouvelle capsule du Man Today avec Volodya Lepron. Vitaly Friedman. Salut, le Web Today. On est ici dans les backstage de la grande salle, la salle Maxi, et on a l'honneur d'avoir à nos côtés Vitaly Friedman. Alors Vitaly, comment vous sentez-vous quelques minutes avant de monter sur scène? Tout à fait normal. Vous êtes habitué à ce genre de présentation? J'imagine, oui, mais le fait est que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à présenter. Je vais voir comment le public répondra. Je vais présenter plusieurs images amusantes et le Minitel aussi. Ah oui, le Minitel, une vraie innovation française. Oui, je vais présenter à partir du Minitel jusqu'au responsive web design. Je n'ai aucune idée comment faire la transition, mais nous verrons. Ok, merci beaucoup et bonne présentation. Profitez bien de Nantes. C'est votre première fois à Nantes? Oui, et j'aime déjà. Ok, merci beaucoup, merci Vitaly. Ça y est, ça a commencé. C'est Vitaly qui est sur la scène. Trop fort, le mec, il cartonne. Et retour sur le plateau des Off du Web Today avec deux nouveaux invités, Xavier Zetoun de 1001 Menus, cofondateur et président de 1001 Menus, et François Le Pichon, vous êtes directeur de Stew, qui vient d'être revendu, ou racheté en tout cas, par Lonsdal Digital. Avec vous deux, on va parler des nouvelles interfaces, du design utilisateur. On va commencer par vous, Xavier Zetoun, sur l'aventure de 1001 Menus. Vous assurez la présence sur le web des restaurateurs avec des outils qui vous sont propres, une API qui vous est propre. Quel est le profil de vos clients ? Alors nous, on essaye de digitaliser une profession qui n'est pas du tout à la base et qui est un peu en retard par rapport à d'autres. Donc qui sont les restaurateurs et donc on leur met à disposition des outils qui leur assurent une présence optimale sur le digital de manière extrêmement simple, puisque on sait que la population des restaurateurs connaissent très mal les outils web, savent mal s'en servir. Ouais. Et donc, nous, on essaye de le rendre le plus simple possible pour eux, parce qu'aujourd'hui, il est indispensable pour un restaurant d'avoir une présence digitale.
Et en général, ça ne se limite pas à un seul site web. Il faut être présent partout sur la plupart des réseaux, à la fois sur Facebook, sur Internet, mais aussi pourquoi pas sur les pages jaunes. Qu'est-ce que vous offrez en plus? C'est quoi? C'est du menu? C'est des systèmes de réservation? Alors voilà, vous l'avez dit, en fait, aujourd'hui, pour un restaurant, c'est pas suffisant d'avoir un site web. Il faut le faire connaître, il faut faire venir du trafic. Et puis, les gros leviers d'audience pour un restaurant, c'est aussi les annuaires en ligne, comme TripAdvisor, comme Page Jaune, comme Yelp, par exemple. C'est le fait d'avoir une présence sur mobile, c'est d'accepter les réservations. En fait, il y a énormément de leviers digitaux pour un restaurant. Et nous, en fait, la proposition de valeur, c'est de centraliser tous ces leviers sur une seule interface pour que le restaurateur n'ait plus qu'un outil à utiliser dans le quotidien et que de notre côté, on puisse faire des développements technologiquement avancés sans que ça coûte très cher pour le restaurateur, puisqu'en fait, on peut les mutualiser sur plusieurs milliers de clients. Le développement, ça a été une API qu'il a fallu organiser pour pouvoir pousser dans tous les sens les contenus proposés par les restaurateurs. Le cœur de notre service, effectivement, c'est une API. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les informations qui concernent un restaurant qu'on va retrouver sur Internet vont être les mêmes sur de nombreux supports. C'est-à-dire, par exemple, le menu d'un restaurant, ses photos, ses horaires ou bien son texte de présentation, ça va être exactement la même information, mais qu'on va retrouver sur des annuaires, sur le site du restaurant, sur beaucoup de supports. Et donc, nous, cette API, elle nous permet de diffuser en temps réel sur tout le web, en fait, les informations d'un restaurant, pour pas qu'il ait besoin de le faire manuellement sur chacun des supports qui sont importants pour lui. Vous proposez donc des tarifs autour de 700-800 euros, je crois, par an, c'est ça, pour les restaurateurs. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des clients sur plusieurs années? Quelle est la durée moyenne de contrat avec vos clients? Effectivement, on propose un abonnement qui est pour une durée d'1 an. Après, le restaurateur peut choisir de payer mensuellement ou bien trimestriellement ou annuellement, mais dans tous les cas, il est engagé au moins pour 1 an. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a 98% de taux de renouvellement des abonnements. Donc, a priori, on les a pour beaucoup d'années. Parce que ça crée une dépendance, forcément, bien votre sûr. service. Oui. Ce qui est impressionnant, c'est que les restaurateurs, nous on le constate, ils se connectent plusieurs fois par jour sur la plateforme. Pour des gens qui ne sont pas très connectés, finalement, on se rend compte que leur fournir un outil simple, ça leur a permis de s'y mettre et de venir tous les jours se connecter. Et nous, on est hyper satisfaits de ça. Et la preuve, c'est qu'ils continuent leur abonnement tous les ans. Votre site 1001menu.com a été conçu, en tout cas la nouvelle version, par Stu. Vous avez travaillé sur ce projet, François Lepichon. Tout à fait. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés à l'époque, Xavier nous avait contactés, on n'avait malheureusement pas pu collaborer ensemble. Après, on s'est retrouvés sur un autre sujet, mais directement lié à 1001 Menu, parce que sur la première levée de fonds où j'ai eu la chance de pouvoir être business angel. Et depuis donc 1 an et demi, on accompagne 1001 Menu sur à la fois les sites de restaurateurs, et là dernièrement sur le site vitrine, et bientôt, en tout cas nous notre partie est faite, mais est bientôt sorti le nouveau back-office client. Quel défi ça pose dans l'interface, dans la création de l'interface, dans le design de ce site, le fait que ce soit un public qui ne soit pas forcément habitué au numérique? Quel défi ça vous pose à vous en tant que designer? Alors, effectivement, c'est un vrai défi. C'est un défi aussi par rapport au projet. Il y a 2 défis. Il y a le projet en lui-même et son public. Par rapport à le projet, c'est que 1001 Menu, c'est une équipe ultra innovante, jeune et innovante, en fait, qui a beaucoup d'idées. Et qui produit énormément de fonctionnalités sur le site. Qu'on produit trop vite, c'est ça? Le souci qu'on a à un moment, c'est que l'interface arrive à saturation de données, et il faut en fait repenser ce qu'on appelle l'architecture d'information pour dire ok, le parcours de l'utilisateur doit être repensé pour qu'il soit digeste par rapport à toutes les fonctionnalités qui sont faites. Le pire pour une interface, pour une startup, c'est d'avoir de super fonctionnalités, mais qu'elles ne soient pas trouvées, utilisées par les clients par manque d'ergonomie. Oui, parce que le principe de 1001 Menu, c'est extrêmement complexe, mais il ne faut pas montrer ce qu'il y a sous le capot, sinon j'imagine que les clients vont prendre peur. Le défi, c'est simplifier finalement toute la richesse technique et effectivement complexe qu'il y a derrière pour en faire une interface très Fisher-Price au final, quoi. Est-ce que vous avez participé au design des applications tierces? Alors, donc il y a le site 1001 Menu, mais il y a aussi des widgets qui ont été poussés sur Facebook, par exemple. Est-ce que vous avez participé à la réflexion autour de ces... Alors, on parle beaucoup de moi, mais j'ai une équipe quand même. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe avec à la fois nos créas, même nos développeurs qui ont un regard justement sur comment on va animer, comment on va rajouter de l'interaction fluide et simple avec ce qui se fait aujourd'hui en suivant
de la veille sur les autres sites, en respectant les conventions ergonomiques d'autres sites potentiellement utilisés et utilisables par la cible. Là, notamment, ça a été sur les sites restaurateurs, donc qui sont avec des templates. Donc là, on a produit, je ne sais pas si je peux le dire, mais tu me taperas après. Donc en fait, maintenant, avant, il y avait un template de restaurant qui était configurable en termes de couleur et d'identité chromatique, mais très simple. Aujourd'hui, il va y avoir vraiment des templates différents suivant si on est un burger bar branchouille, une brasserie à l'ancienne ou une pizzeria. C'est le défi, c'est la personnalisation des chartes graphiques et autres, parce que on peut aussi poster des vidéos et des photos, mais est-ce que les restaurateurs ont les moyens de les faire? Est-ce que vous avez engagé des partenariats peut-être sur la couverture vidéo et photo? En fait, juste pour revenir sur ce que disait François, sur le côté Fisher-Price, c'est vrai qu'effectivement le produit est extrêmement complexe et les utilisateurs sont pas technophiles et donc il faut banaliser au maximum les parcours, l'accessibilité aux fonctionnalités. Et puis le deuxième enjeu qui est celui des interfaces tierces avec les sites, c'est de faire en sorte que les contenus, quel que soit le design qu'on a choisi, le template qu'on a choisi, viennent se mettre en forme sans qu'il y ait besoin d'intervention d'un développeur, que vraiment il suffit un peu comme sur Tumblr ou sur WordPress, de choisir un thème et que toutes les informations viennent se mettre en forme correctement. Un mot d'actualité, Facebook vient d'autoriser il y a quelques semaines, je crois, la publication de menus sur les pages Facebook en propre. Vous le faites depuis quelques mois déjà à travers un widget. Vous avez un concurrent aux États-Unis qui va pouvoir proposer aussi des menus sur Facebook. Ça vous fait peur, cette concurrence à venir ? Nous, on est plutôt très contents parce que ça nous légitime. Le fait d'avoir développé une fonctionnalité et que finalement Facebook décide de la proposer en natif sur Facebook, pour nous, c'est quelque chose qui nous encourage à aller dans ce sens et on est extrêmement satisfait de ça. Après, évidemment qu'on est en discussion pour pouvoir se connecter directement à cette fonctionnalité qui est maintenant uniquement disponible aux États-Unis et au Canada et on espère pouvoir être les seuls à le proposer en Europe lorsque Facebook le fera. En attendant, on continue avec notre application qu'on a développée pour ça spécifiquement. À suivre donc sur 1001menu.com. Merci beaucoup Xavier Zetoun et François Le Pichon d'être venus sur ce plateau. Merci. On va retrouver Vincent Gabouri qui est dehors pour nous présenter une application d'e-réalité du laboratoire de l'Université de Nantes qui s'appelle Neurokif. À vous, Vincent. Exactement, merci Denis. Oui, enfin, tu peux le voir, en tout cas j'ai un drôle de casque sur la tête avec mon lobe d'oreille ici qui est bien pincé et vous allez comprendre pourquoi. Je suis avec Jocelyn, il est ingénieur à e-réalité qui est une filiale de l'Université de Nantes. Bonjour Jocelyn. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste déjà donc, cette démonstration et comment vous avez venu l'idée à l'Université de Nantes de la mettre en place? D'accord. Donc le Neurokif, c'est un objet destiné au salon pour les exposants, par exemple des vignerons. Et grâce à cet objet, ils vont pouvoir créer le buzz autour de leurs produits en proposant une expérience unique. Donc on va mettre un casque neuronal sur la tête, donc comme celui-ci, qui va capter l'activité électrique du cerveau. Et nous, grâce à cette activité électrique, on va être capable de savoir si cette personne ressent une émotion plutôt positive ou négative. Et à partir de cette émotion, nous, on va mettre en place une ambiance visuelle et sonore pour accompagner la dégustation et créer l'ambiance, créer le buzz autour du produit de l'exposant. Alors il faut quand même savoir que cette démonstration, cette invention, cette nouvelle technologie est en partenariat avec Eric Guérin qui est un chef étoilé, qui a un restaurant qui s'appelle La Mare aux Oiseaux. Alors j'ai Christophe à côté de moi qui lui est le big boss. J'ai le big boss des réalités, on peut dire ça comme ça? Ou presque. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer le partenariat justement avec Eric Guérin? Oui, alors c'est une rencontre qui s'est fait un peu au culot, puisqu'on est allé le voir directement à La Mare aux Oiseaux. On lui a présenté le Neurokif et tout de suite il a adhéré à cette innovation d'usage, un peu rock'n'roll, parce qu'il aime bien ça, les nouvelles expériences à la fois culinaires mais aussi techno. Et mêler les deux, ça le plaisait assez. Et du coup, il a accepté le pari. C'est vrai que c'est un peu ambitieux pour lui de se confronter à ces nouvelles technologies et à sa cuisine. Et j'ai envie de dire pari réussi, notamment avec la ministre qui a kiffé le Neurokif et ses plats. Bon, bah, on va voir, on va voir si je vais kiffer. Alors, je n'ai pas cette chance, la chance d'avoir un plat de Monsieur Eric Guérin, chef étoilé, s'il vous plaît. J'ai un soda, certes soda, mais surtout breton. Alors, on va goûter, je vais goûter, puis je vais voir si je vais kiffer. C'est ça, Jocelyn? C'est ça, exactement. Alors, tu vas nous expliquer au fur et à mesure.
Donc alors on va démarrer l'expérience. Donc alors là on a différents niveaux d'appréciation. Donc plus les cercles vont être ouverts, plus on va savoir que la personne apprécie, plus le volume du son va être élevé, plus il va y avoir une ambiance visuelle donc et sonore qui va se développer. Alors là, je reprends une petite gorgée de ce soda breton et on va voir si je vais aller sur la deuxième, c'est ça? C'est ça. Allez. Trop bon. J'aime, j'adore, je kiffe. Oui, vas-y, tu peux y aller. Alors Jocelyn, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas mal là. Bah ouais, ça commence. Alors après, il faut savoir que c'est une expérience qui se développe un peu sur quelques minutes, ça va pas être en instantané. C'est toujours des émotions plus diffuses, plus sur le long terme. Et là, bon pareil, c'est l'ambiance pas idéale. Normalement, on est une sorte de cocon. Et pour que vraiment les personnes qui sont autour de la table partagent une expérience commune. Là, on a le son, le bruit, la lumière, tout ça va risque d'interférer avec les émotions de la personne. Donc, c'est vrai que quand on est vraiment dans une ambiance fermée en quelque sorte, l'émotion est beaucoup plus intense. Donc voilà. Alors après, il faut voir si vous arrivez petit à petit à monter jusqu'au dernier cercle, qui est un peu le but ultime de l'expérience. L'extase, l'orgasme, j'ai envie de dire, l'orgasme gustatif, le plaisir ultime. Bon, en tout cas, c'est à découvrir sous les nefs de Stérolux, donc n'hésitez pas, nous sommes en plein cœur du quartier de la création à Nantes. N'hésitez pas, dans un instant, on continue avec le Startup Contest, juste après une nouvelle capsule du Man Today. J'en bafouille et je reprends une petite gorgée au passage. C'est une capsule du Man Today, Axe the HR, c'est parti. Hey, salut le Web Today. Derrière moi, Trampolino, c'est là où se passent les ateliers Hack the Asher. Ça veut dire pirater les ressources humaines. Il paraît qu'on va faire un bingo ou un jeu comme ça, je n'ai pas très bien compris. Suivez-moi. Les gens, c'est des candidats. C'est ça. Quand un de plus. J'en prends un autre, je peux prendre autre chose. Quand tout le monde est sur le bateau et ils font une c'est quoi je ne sais pas, une mutinerie, on n'a pas eu le dernier mot, mais notre équipe va quand même gagner, parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on est des pirates. Sur le fil du rasoir. Et nous sommes de retour sur le plateau des off du Web Today et nous allons entamer, donc pour la deuxième fois, puisque nous sommes jeudi, nous allons entamer une nouvelle édition du Startup Contest. Il faut savoir que le Startup Contest démarre donc, ce matin, cet après-midi aussi, donc 50 candidats, 50 startups qui vont s'affronter. Il n'en restera que 8 demain pour un Elephant Tour. Alors je sais qu'aux États-Unis ils appellent ça l'ascenseur en fait. Donc le but c'est de faire un tour d'éléphant en compagnie d'investisseurs histoire de les convaincre de mettre de l'argent sur leur start-up. Alors nous avons tout de suite Camille et Estelle et on démarre juste après le jingle. Comment ça va les filles? Pas trop stressé? Non, ça va. Alors on va quand même vous donner le concept du défi Startup avec Denis. On s'était dit, allez, on va donner la chance à 2 personnes de venir ici en direct en plateau. Mais on va pas leur donner 4 ou 5 ou 6 minutes, on va leur donner 45 secondes. Exactement, voilà. parce que normalement vous vous pitchez pendant 4 minutes en anglais. D'accord, donc il n'y a pas de PowerPoint, de Prezi, de tout ce que vous voulez. Par contre, vous avez de la chance, c'est pas en anglais, c'est en français. En plus. Votre langue maternelle. Alors on commence par qui? Allez, Camille Fraisse, vous êtes docteur en pharmacie et fondatrice de Valvine. Exact. Valvine.fr. À vous. Alors, Camille, non, alors, vous allez venir, on va vous donner le top départ. Voilà. Attention, face caméra, je sais que c'est un exercice qui est quand même assez difficile en soi. Vous avez exactement 45 secondes à mon top départ. 3, 2, 1, top. Donc, bonjour, je suis Camille Fraisse, je suis docteur en pharmacie et fondatrice de Valvine. Notre mission, c'est améliorer la prise en charge des patients par une meilleure coordination des professionnels de santé. Pour ça, on édite des logiciels de santé innovants. Et notre premier produit, c'est ePharma.pro, la plateforme interactive du pharmacien sur laquelle le patient peut trouver des informations de qualité sur ses médicaments, sur ses pathologies, sur laquelle il peut acheter des médicaments en toute sécurité et même prendre rendez-vous avec son pharmacien. Aujourd'hui, à la Web Today, on vient présenter eSantéConnect.pro. C'est la taille
timeline du patient sur laquelle chaque professionnel peut noter des informations pertinentes, type diagnostic ou délivrance de médicaments, et sur laquelle le patient peut aussi mettre ses mesures d'objets connectés, donc sa tension, son poids, sa glycémie. C'est en fait le carnet de santé connecté, interopérable avec les logiciels de vos praticiens. C'est terminé. Pour améliorer votre prise en charge. Elle a triché. Ouais. On va lui enlever des points, elle a triché. Merci beaucoup Camille Fraisse. Allez, ça va être au tour maintenant d'Estelle Bagot. Estelle Bagot, donc avec sa start-up Eliga. Alors tu mets bien ton micro proche de ta bouche, s'il te plaît. Et attention, Estelle, tu joues gros. C'est parti. Je te préviens, tu joues gros. Juste pour info, est-ce que vous avez déjà pitché Non, pas encore, vous n'êtes pas encore passé. Donc c'est bon, c'est un bon entraînement en soi. C'est ça. Bon, Voilà, très bien. c'est ça. Estelle, j'ai mis une petite pièce sur ta start-up. Camille, ça à voir encore, mais attention, c'est parti. Top. Alors, je démarre mon chrono. Donc, je vous présente la société Eliga, dont je suis cofondatrice. Donc, nous, notre métier, c'est d'amener de l'interactivité entre les gens et les lieux, et les gens et les speakers. Et notre premier produit s'appelle YouSlide et il permet de faire des présentations interactives. Et l'idée derrière ce produit, c'est vraiment d'amener un autre modèle dans les conférences, dans les séminaires, dans les formations, dans l'éducation. C'est-à-dire de changer de modèle descendant en ayant un modèle bilatéral qui va descendre et qui va remonter. On va aller chercher la salle, on va lui permettre d'interagir avec nous, qui sommes sur la scène. C'est ce qu'on va faire cet après-midi au Startup Contest. Et ils vont pouvoir le faire avec leur téléphone, sans rien à télécharger, une application web. Et l'idée, ils vont pouvoir voter, notamment cet après-midi, pour une question très, très intéressante. Venez nous voir cet après-midi. Bien joué, bravo les filles. On vous embrasse. Merci, merci d'être venus sur le plateau des offres du Web Today. Et surtout, on croise les doigts pour vous. On espère vous voir demain en finale. D'accord ? Bonne chance. Bonne chance à vous. Allez, tout de suite, la dernière capsule du Man Today. Et un petit VIP au passage. Clément Lincruste. Bon, merci Denis en tout cas de passer un bon moment, une heure avec plein d'invités. Bon, on se retrouve demain, hein, exactement. Je vous invite à aller sur le site internet du webtoday-nantes.org. Et puis forcément, on sera là demain, même heure, même endroit, avec de nouveaux invités, avec des duplex, des démos. On fera fort. Il y aura notamment Donatien Bozon et Gonzague. On parlera YouTube. On vous embrasse. À demain. N'hésitez pas. #WebToday pour réagir. Salut, salut.